Donc, bonjour, bienvenue à la nouvelle, dans le fond, programmation des conférences midi de l'Institut d'éthique appliquée. Mon nom est Sandra Bélanger, je suis la coordonnatrice scientifique de l'Institut. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce lancement des activités de la programmation d'automne. J'espère que la période estivale vous a permis de vous reposer, de vous changer les idées et aussi de vivre des beaux moments en famille et avec vos amis. Donc, aujourd'hui, on a une conférence midi qui est via l'axe professionnel, public et organisationnel. Donc, je vous présente Marion Briveau, qui est professeure titulaire à l'École de comptabilité de la Faculté des sciences d'administration de l'Université Laval. Elle a un doctorat en sciences de gestion d'HEC Paris et est membre de l'Ordre des CEPA du Québec et termine une maîtrise en philosophie. C'est notre responsable de l'AXE. Donc, je laisse la parole à Marion pour présenter cette conférence midi. Bonjour à tous. Est-ce que mon micro fonctionne bien? Parfait. J'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui nos deux toutes premières conférencières dans la série des conférences midi de l'IDEA, qui est l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval. Il s'agit de Mouna Azghi et de Lisa Baudot. Mouna Azghi est professeure agrégée au département des sciences comptables d'HEC Montréal. Elle y enseigne l'audit et ses recherches portent sur les dynamiques de pouvoir dans l'espace régulatoire de l'audit légal au Canada et en France. Elle étudie également le comportement des auditeurs externes et plus particulièrement leur attitude face à ce qu'ils perçoivent comme étant des risques éthiques pour eux-mêmes, pour leurs clients, mais aussi pour leur cabinet, au cours de certains mandats de vérification. Et selon Mouna Azghi, les enjeux éthiques ont tendance à être abordés par les associés de grands cabinets comme des risques parmi d'autres. Ces risques, ils choisissent soit de les éviter, soit de les contrôler du mieux qu'ils peuvent, ou encore de les prendre sciemment selon plusieurs paramètres que Mouna Azghi a identifiés dans ses travaux. Quant à Lisa Baudot, que je remercie d'être présente également, elle est professeure associée à l'école de comptabilité du College of Business de l'Université de Central Florida à Orlando aux États-Unis. Son enseignement et ses recherches portent, elles aussi, comme dans le cas de Mouna Azghi, sur la pratique de l'audit légal, profession qu'elle a d'ailleurs brièvement exercée avant d'entamer une carrière académique. Et ces projets actuels concernent les activités de lobbying des 4 plus grands cabinets d'audit que l'on appelle dans le jargon les Big Four. Je le précise pour ceux parmi vous qui ne sont pas CPA dans l'assistance. Donc, je disais les activités de lobbying des 4 plus grands cabinets d'audit dans le monde et la participation de la profession comptable américaine, donc l'AICPA, à certaines activités de politique fédérale. Et Lisa Baudot montre comment certains arguments entourant la protection de l'intérêt public sont utilisés de manière stratégique par la ICPA pour défendre certaines positions politiques. Et enfin, dernièrement, elle s'est intéressée à la manière dont la Securities and Exchange Commission, la SEC, répond aux mandats qui lui sont confiés par le Congrès américain en utilisant une rhétorique qui se veut neutre et objective du calcul coût-bénéfice pour donner une apparence de neutralité à ces réglementations, lesquelles, en réalité, d'après Lisa Baudot, bénéficient à certains acteurs spécifiques sur les marchés financiers et non au public au sens large. Donc, si nos deux conférencières ne sont pas spécialisées en éthique professionnelle, en revanche, ça paraît clair que leurs travaux de recherche nous aident à repenser la normativité, c'est-à-dire les normes, les valeurs et la notion de devoir moral dans le contexte de la profession d'auditeur en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, elles vont nous proposer un état des lieux de la littérature académique sur le thème éthique et cabinet d'audit, en mettant en exergue ce qu'elles considèrent être des débats anciens et qui méritent peut-être d'actualiser, nous le verrons avec elles, des débats plus contemporains et aussi des angles morts dans cette littérature qui mériteraient d'être explorés, selon elles, et qui pourraient constituer des avenues de recherche futures fructueuses pour ceux parmi vous dans le public qui sont intéressés par cette thématique. Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser la parole, Lisa et Mouna. Merci beaucoup, Marion, pour cette belle présentation. Donc, Lisa et moi sommes très heureuses d'être parmi vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation pour discuter d'un thème classique, finalement, à savoir l'éthique des firmes comptables, mais qui fait couler encore beaucoup d'encre, autant dans le monde académique que dans le monde de l'actualité professionnelle et réglementaire. Je vais juste prendre quelques instants pour partager mon écran pour la présentation.
Est-ce que c'est correct? Donc, le titre de la présentation, comme Marianne vient de le dire, c'est l'éthique et les firmes comptables, ancien débat, enjeux présents et nouvelles perspectives. C'est une revue de littérature qu'on a faite avec Elisabeth Alterio, Lisa Bodo et moi-même. Donc, pourquoi l'éthique des firmes comptables est-elle encore un sujet important en 2021? En fait, la réponse est simple, elle est devant vous. Si vous prenez le temps de lire ces quelques extraits d'actualité qu'on a insérés dans cette diapositive, où il est malheureusement encore question de firmes comptables qui transmettent de fausses informations aux régulateurs, qui ignorent des soupçons de fraude, qui pratiquent la discrimination, qui creusent les inégalités salariales, qui demandent aux femmes comment s'habiller, de bien se comporter avec les hommes, qui trichent dans les inspections, qui font de l'évasion fiscale un pilier de leur business. Et encore, en fait, ce sont que quelques extraits reflétant une partie de toutes les affaires qu'on a trouvées impliquant de près ou de loin des firmes comptables sur les 3 dernières années et qui sont donc relativement condamnables sur le plan éthique. Donc, évidemment, comme l'adage que nous connaissons tous, il faut bien connaître le passé si on veut comprendre le présent et surtout mieux préparer l'avenir. Donc, le passé de la profession comptable nous permet surtout de voir que c'est une profession dont l'éthique a été fondée via la notion d'intérêt général ou l'intérêt public. Donc, historiquement, le statut même de profession n'a été accordé à la profession comptable qu'en contrepartie de son acceptation de cette responsabilité de servir le public. Maintenant, il n'est pas du tout étonnant de réaliser que la manière dont cette responsabilité a été assumée ou comprise en pratique et comment les décisions qui sont supposées servir l'intérêt public étaient concrètement prises restaient relativement ambiguës et surtout la notion d'intérêt public laisse une grande marge d'interprétation aux comptables professionnels. Cette ambiguïté, finalement, ne concerne pas seulement la notion d'intérêt public, elle concerne aussi d'autres concepts clés de la déontologie professionnelle des comptables, notamment la notion d'indépendance, la notion d'objectivité et plein d'autres. Alors, oui, effectivement, bien sûr qu'il y a eu plusieurs efforts qui sont faits, qui continuent à être faits pour nous proposer des définitions, que ce soit par les régulateurs, par les ordres professionnels, que ce soit au niveau national ou au niveau international, pour tenter de préciser autant que possible ce qu'être indépendant objectif implique ou ce que servir l'intérêt public signifie. Mais ces efforts viennent la plupart du temps avec des listes de comportements prédéfinis ou des situations particulières qui sont à éviter ou des mesures de sauvegarde qui sont à mettre en place pour réduire le risque de voir apparaître des défaillances. Mais malheureusement, ce type d'approche laisse souvent comprendre que si les cases sont cochées, si le professionnel n'est pas dans l'une des situations précisées dans le code de conduite, eh bien, c'est qu'il n'a rien à se reprocher. Alors, on se rend compte souvent tard qu'en dépit des listes, en dépit de toutes ces règles de conduite, en dépit des sanctions, en dépit des inspections régulières qui sont faites dans les firmes, les comportements répréhensibles, comme on l'a vu dans la première diapositive, restent omniprésents. Donc, à part cette limite finalement de cerner comment les concepts déontologiques de la profession s'accomplissent en pratique, il y a aussi la difficulté de l'évolution constante de la profession, qui nécessite donc une adaptation régulière de la déontologie professionnelle et la formulation de règles qui sont de nature dynamique. On a vu sur le passé plusieurs codes de déontologie voir le jour. Les premiers associaient beaucoup éthique et religion, puis
puis à un moment, la sécularisation de la société a conduit à réduire l'influence de la religion dans la définition des règles déontologiques. Après, il y a eu tous ces mouvements de libération politique, économique, qui ont accéléré les tendances commerciales des firmes comptables jusqu'à la fin du XXe siècle et qui ont conduit à une relaxation des règles déontologiques, jusqu'à ce que finalement on a eu les scandales financiers qui sont des débuts des années 2000, qui ont fait resserrer, durcir les règles, mais qui n'ont pas du tout empêché la poursuite de l'expansion commerciale des firmes comptables ou la persistance même de scandales impliquant des firmes comptables. Donc la question qui se pose, c'est où en sommes-nous aujourd'hui? Comment finalement les firmes comptables s'acquittent de leur obligation de servir l'intérêt public et qu'implique cette obligation-là de nos jours? Donc c'est cette question-là que mes co-auteurs et moi souhaitions apporter des pistes de réponse. Donc toujours dans cette perspective de chercher à mieux comprendre à comprendre le passé et le présent pour mieux préparer l'avenir, nous avons réalisé une revue de la littérature approfondie qui a visé des articles publiés dans des revues académiques indexées entre 2016 et 2021. Donc, le choix de cette période est motivé par le fait qu'on voulait surtout identifier les questions contemporaines autour de cette thématique de l'éthique des firmes comptables, sans oublier que la plupart des recherches récentes font également souvent référence à des recherches antérieures que nous avons incluses chaque fois où ça s'est avéré pertinent pour notre questionnement. Donc, au total, nous avons analysé plus de 100 articles en utilisant les mots-clés Big Four, firmes comptables, profession et éthique. Cela nous a permis de réaliser l'étendue des obligations professionnelles des firmes comptables qui sont débattues de nos jours et les solutions qui sont proposées. Pour faire le lien avec le titre de la présentation, donc nous avons classé les articles en 3 volets. D'un côté, les recherches portant sur les anciens débats, donc celles qui étudiaient tous les problèmes liés au conflit d'intérêts à l'origine de la relation étroite qui existe entre les firmes comptables et la direction financière des sociétés qu'elles vérifient. Puis de l'autre, les recherches portant sur les enjeux présents qui étudient la profession, son rôle politique, son engagement sociétal. Et puis, il y a les nouvelles perspectives qui sont relativement rares, mais qui ont comme le mérite de nous proposer des nouvelles idées pour actualiser les anciens débats. Donc, ce schéma récapitule un peu le résultat de notre analyse, donc, qui permet de souligner la nature finalement tridimensionnelle de la profession comptable. Donc, en premier, nous trouvons ce que nous avons appelé l'éthique professionnelle et qui reflète en quelque sorte la vision traditionnelle de l'éthique dans les firmes comptables, donc qui consiste à motiver les comptables pour qu'ils assument leurs responsabilités d'intérêt public. Donc, nous avons regroupé dans cette catégorie les recherches portant sur les conflits d'intérêts, les contrôles, les sanctions disciplinaires. Puis, nous avons la dimension éthique politique que nous avons définie comme la branche éthique qui viserait à encadrer l'influence politique des firmes comptables pour s'assurer qu'il n'y ait pas une priorisation des intérêts privés au détriment de l'intérêt du public. Donc, dans cette catégorie, nous avons regroupé les recherches qui abordent les questions de l'engagement politique de la profession et son rôle dans la production des normes, dans l'évolution des contrôles et dans l'évolution des législations. Enfin, il y a l'éthique sociétale que nous assimilons à la démarche visant à développer la réflexion morale sur les structures et systèmes sociaux qui nous entourent et qu'est-ce qui est finalement considéré comme juste et équitable au sein de la profession. Nous trouvons dans cette catégorie les recherches sur, par exemple, le climat, la culture du travail dans les firmes comptables, les nouveaux enjeux avec les technologies, l'équité, la diversité et tout ce que ces sujets-là amènent comme questionnement éthique. Donc, dans la suite de cette présentation, je vais d'abord aborder l'éthique professionnelle avant de donner la parole à Lisa, de vous parler des 2 autres dimensions. Donc, en fait, l'éthique
professionnelle, c'est la dimension qu'on connaît tous, c'est celle qui a été la plus examinée, la plus étudiée, que ce soit par les chercheurs ou par les praticiens. La plupart des recherches sur l'éthique professionnelle traitent des menaces en lien avec le conflit d'intérêts. En effet, quelles que soient les réformes réglementaires que les firmes comptables ont subies ces dernières années, celles-ci demeurent encore engagées, payées et retenues par les entreprises publiques dont elles sont tenues de dénoncer les méfaits. Ajoutons à cela le fait qu'aujourd'hui, tous les processus de recrutement, de promotion, de marketing, de rémunération dans les firmes comptables sont construits sur des modèles commerciaux de performance et très peu sur des incitations éthiques. Puis la recherche finalement démontre qu'il faut beaucoup de courage éthique personnel pour que les professionnels soient enclins finalement aujourd'hui à prendre le risque de perdre leur mandat pour résister aux pressions des clients ou pour remplir leur obligation de servir l'intérêt du public. En même temps, certaines recherches trouvent que les firmes comptables réussissent facilement à rationaliser leur inclinaison commerciale et leur côté commercial prononcé en le rattachant finalement à cette notion d'intérêt du public, par exemple en précisant qu'ils ont besoin de développer leur business pour ne pas créer de dépendance financière vis-à-vis des clients. Nous devons investir pour former et attirer des jeunes comptables qui soient multitask, qui aient des compétences variées. Et cela, finalement, selon les firmes, est difficile à faire sans incitation commerciale. Et donc, en résumé, les firmes parviennent à rationaliser leur tendance commercialiste en utilisant des raisons ou des valeurs positives comme améliorer la compétence, améliorer l'indépendance de leur employé. Pour les recherches qui portent sur les contrôles et les sanctions, donc on a analysé 3 types de contrôles différents. Il y a d'abord les contrôles qui sont exercés au sein des ordres professionnels locaux. Ici, les nouvelles sont plutôt bonnes. La recherche démontre que les actions disciplinaires sont généralement en baisse, mais les sanctions continuent à être imposées pour des comportements non conformes aux normes. Les sanctions sont devenues de plus en plus sévères avec l'arrivée des contrôles indépendants et post-crise. Et puis, elles concernent surtout des services professionnels qui sont de qualité inférieure ou des actes déshonorants, des condamnations pénales en lien avec des fraudes, par exemple. Le deuxième type d'inspection qui est étudié, c'est les inspections qui sont réalisées par les autorités de régulation indépendantes. Donc, celles-ci, elles sont relativement récentes. Et puis, c'est spécifique aux vérificateurs des sociétés publiques. Donc, ici, la recherche explique que les sanctions contre les firmes comptables ont surtout trait aux problèmes d'indépendance, aux problèmes d'intégrité, à des problèmes de manipulation d'informations financières, mais ici aussi, il y a aussi des bonnes nouvelles qui sont à souligner, puisque la recherche démontre que petit à petit, on assiste quand même à une diminution des manipulations des résultats comptables et on remarque un meilleur contrôle interne dans les entreprises publiques, ce qui est notamment grâce aux firmes comptables. Enfin, il y a aussi des contrôles qui sont exercés via les institutions judiciaires, juridiques et de gouvernance. Donc là, je parle de recherches qui sont essentiellement américaines, où les données sont disponibles. Et donc, aux États-Unis, par exemple, les cabinets d'experts comptables sont cités dans 20% des actions en justice pour défaillance dans le reporting financier. Donc ici, j'ai inséré quelques images pour voir l'évolution donc des vérifications qu'on dit insuffisantes ou déficientes sur les années 2016-2020 aux États-Unis et au Canada. Donc, on remarque dans les deux cas, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, qu'il y a des améliorations, mais celles-ci restent peu concluantes. Au Canada, il y a une augmentation des insuffisances en audit en 2018, mais ensuite, il y a eu une légère amélioration entre 2019 et 2020, même si elle ne concerne pas toutes les catégories des firmes inspectées.
Pareil, pour les États-Unis, on a des années qui sont meilleures que d'autres, mais les résultats, là encore, changent beaucoup d'une année à une autre. Et puis, si on met cette inconsistance finalement dans les améliorations, dans la qualité des vérifications réalisées par ces cabinets-là, si on ajoute à ça les différentes affaires qui sortent actuellement en lien avec les firmes comptables, comme l'affaire Wirecard en Allemagne et l'implication du cabinet Ernst & Young, ou l'affaire Carillion au Royaume-Uni et l'implication du cabinet KPMG, il apparaît plutôt clair que l'approche actuelle de contrôle de l'éthique professionnelle, quelle que soit son origine géographique, a certaines limites. Donc, les scandales récurrents qui impliquent souvent de près ou de loin des firmes comptables et les études actuelles sur la prépondérance des valeurs commerciales à l'intérieur des firmes comptables, finalement, ne montrent que se conformer au code de déontologie ne suffit pas. Les codes n'empêchent pas la poursuite d'objectifs opportunistes. Il est relativement impossible de réglementer l'éthique au niveau individuel. À chaque fois qu'il y a une affaire, un scandale impliquant une firme, c'est toujours après la faute, elle est réduite à quelques responsables du dossier. Donc, est-ce que l'éthique devrait être plutôt vue, analysée au plan individuel? Ça semble difficile. En tout cas d'un point de vue réglementaire. Et puis, ce qu'aussi on remarque, c'est que la plupart des personnes, des comptables professionnels qui faillent à leur obligation d'intérêt public ne sont pas forcément conscients de l'avoir fait. Ça veut dire qu'on remarque de plus en plus des actes dérogatoires qui sont posés de manière complètement involontaire parce qu'on ne réalise pas à quel point on est devenu compromis ou à quel point finalement on est en situation de conflit d'intérêts. Donc, globalement, l'éthique dans la profession comptable ne semble plus être une question « agissons-nous comme nous le devrions », mais plutôt une question « est-ce que j'ai bien assuré mes arrières ?» Donc, il y a toujours cette idée en tête qui est de protéger finalement la réputation de la firme, qui est de passer les contrôles qualité qui sont exercés, que ce soit par les ordres professionnels ou par les autorités indépendantes, et non pas l'objectif ne semble pas être fondamentalement d'avoir une véritable réflexion éthique sur les décisions qui sont prises. Donc cette approche-là, finalement, c'est une conséquence, c'est la conséquence d'une mentalité de case à cocher qui est développée par les professionnels comptables aujourd'hui pour survivre à les différents contrôles réglementaires et qui semble de plus en plus favoriser une vision juridique complètement dépersonnalisée de l'éthique qui permet des comportements contestables, opportunistes, tout en étant complètement conforme aux normes et conforme aux règles. Donc, ça, c'est pour résumer l'état des lieux dans l'éthique professionnelle. Je vais maintenant donner la parole à Lisa, qui va passer à travers les recherches portant sur les deux autres dimensions. OK. Vous voyez mon écran? Oui. Oui, OK. Merci, Mouna. Je veux tout d'abord remercier Marion et l'Institut pour l'invitation. Pardon, c'est juste, il est blanc, Lisa. Est-ce que oui, c'est normal. OK. Oui, c'est normal. Comme vous pouvez le remarquer, le français n'est pas ma langue maternelle, ni ma langue de travail. Ici que nous avons préparé notre PowerPoint en français, je vais le présenter en anglais. Okay, so this slide is basically just recalling that our work proposes three sort of dimensions of ethics, and being based as well on a literature review, a review of the accounting literature. When we talk about political ethics, basically our literature review showed several aspects of the accounting profession's influence on or attempts to influence accounting standards and government regulation that raise questions about what we call the political ethics of the profession.
And these questions relate to things that Muna already mentioned earlier about first the idea of the profession's participation in setting accounting standards. Second, their participation in the auditing standard setting process and sort of the oversight of the auditors. And third, and this is really specific to the US context, we discussed the political contributions made by the profession and the activities that the profession performs to influence government legislation. So I'll talk about each of these in turn. Okay, so first, the accounting profession is a significant player in the process of producing accounting standards. And these are the rules for how companies account for and disclose financial information. Here, the accounting firms and the professional associations, they consistently submit what we refer to as comment letters to the standard setters, and those letters present the views of the profession on proposed accounting standards. One thing to consider is that the audit firms tend to be, relatively speaking, overrepresented compared to, in terms of their submissions, compared to the submissions of other groups of actors. And while the participation of the profession in this process in and of itself isn't problematic, what tends to raise questions is how their preferences and participation seems to be driven more by either the profession's interests in avoiding litigation and regulatory scrutiny, or in promoting norms that are more favorable to their clients, rather than by motivations that are explicitly stated to be in the public interest. The profession also has a strong presence within the standard setting bodies. For instance, you have members of the profession who act on the boards or in the technical departments of the boards, and then they often return to their firms after completing their term in the standard setting body. And this we refer to as a kind of revolving door. Accounting firms have also been implicated as significant funders of certain standard setters. And research, kind of takes all of this combined and has denoted the accounting profession as comprising a kind of inner circle of actors who have somewhat behind the scenes access and have been granted a special license to provide expertise and to provide input into the process when accounting standards are being developed. Furthermore, the profession also plays a role as an intermediary between the standard setters and the preparers of financial statements. And all of this really suggests a very close relationship between practice and politics. And again, it raises questions about, what is the accounting profession's role in influencing accounting treatments that the profession is then engaged to validate in the audit process, lending to a sort of self-review when applying the standards that they have helped to set. The second thing is that the profession also influences debates on the standards and the codes of conduct developed by audit oversight bodies and professional associations. There's not much research on the relationship, or not as much research on the relationship with professional associations, so we focus on the audit oversight relationship. Here, the profession's influence on the audit oversight boards, it somewhat resembles their influence over accounting standards, where they contribute comment letters on proposed auditing standards, and also the profession starts to become more and more present on the technical and sort of at the board level of the oversight bodies. We do acknowledge that the influence and kind of the role the profession plays in different audit jurisdictions or different countries, this is shown to vary. There's been some contention between the professionals and the audit oversight bodies that are evident in Ireland and certain EU countries. And then there are alliances and more cooperative efforts that are emerging in Canada and France. But this tends to then sort of blur the boundaries of where the regulated and the regulator may start and end. What is sort of clear in the literature is the profession seems to oppose audit standards and rules of conduct that they perceive to violate their professional autonomy, but they consider it a win when audit reforms really allow them to conserve their control over the local market and over their professional jurisdiction. And this is really maybe most notable because there's quite a bit of literature on the profession's response to
the requirements of what's called the Sarbanes-Oxley Act that created the audit oversight body, the PCAOB in the US. Here, the profession seems to have struggled with the idea and continues maybe to struggle with the idea of auditing the auditors. And they initially, the professionals, at least at the firms, initially responded to the results of PCAOB investigations with negative and even very public disagreement. There's, much less, the firms at least are much less publicly vocal in disagreeing with the PCAOB, but some research now says that there's a culture of resentment that exists, where the accounting firms just simply find ways to avoid the PCAOB, either by over-documenting or performing what we call box checking activities, just to sort of show symbolically that they've done something that the PCAOB wants them to do. In this area, research also notes a kind of revolving door between large accounting firms and the audit oversight bodies, where audit professionals or accounting professionals go to work for the PCAOB and vice versa. And in one contentious case, there were sort of former audit oversight professionals sharing knowledge with the accounting firms about how the audit oversight process works and some of the sort of behind the scenes things and concerns of the PCAOB, which again kind of raises questions about how and the extent to which these resource exchanges, this revolving door, creates a kind of ethical conflict for the firm in terms of its compliance with PCAOB rules. I think also important to consider here is that when the firms come under scrutiny and the profession, they tend to react by claiming that they're not to blame, that they don't have any power, that their intentions are good, and that they adhere to audit standards. However, if the profession is playing a significant role in developing those auditing standards that they adhere to, then we have to ask how much we can really trust those intentions and exonerate them from blame. Okay. All right, the third thing here, it's very specific to the American context because we have a website. If anyone's eventually interested in it, I'm happy to share that with you, but it provides transparency into lobbying of the US government. And what that website tends to show, the data there shows that the profession, and this is mainly the Big Four that Marion mentioned earlier, and the professional association in the US, the AICPA, these are among the largest contributors to federal political campaigns in the US. For instance, over a 10-year period, they've spent about $200 million on political activities, and that amount might seem quite small in comparison to the revenues generated by accounting firms, but it again puts them as one of the top industries that contribute to US federal policy. So these firms, what this means is that they are lobbying through dollars in their own name, and sometimes in the name of their clients, despite that's considered advocacy and that's prohibited by the professional code. You can even have firm personnel who are lobbying individually to political campaigns and to members of Congress that are overseeing the audit sector. And then on top of the contributions, the profession is also monitoring legislative issues that affect the profession, mainly when the issue impacts their professional jurisdiction or their control over authority, their professional authority, or the sort of economic status of the profession, but not always. And I'll give some examples of that in just a bit. The case here is that the AICPA tends to argue that being involved in monitoring of legislative issues, the purpose of that is to provide information to the federal, state, and local policymakers and sort of educate them on the accounting firm perspective. However, again, these activities kind of question, what's the nature of the profession's participation in these processes, considering that their expertise certainly might be beneficial to policymaking on accounting, financial, or tax matters. But that participation also has implications for the broader public interest that might not be considered. And so some examples here are areas in which the profession has participated on legislative issues that may have
more indirect relationship to finance and tax, but have a broader public interest. And one of the examples is how the profession has taken positions on how and whether global mining companies should report minerals that are extracted from conflict zones, mainly in the Democratic Republic of Congo, where the mining of these minerals has been implicated in human rights abuse. So they've been involved in that type of legislation. The profession has also taken positions on how and whether oil and gas companies should report the payments that are made to foreign governments, including royalties and taxes in resource-rich countries. And then, both of these, when you can think about conflict minerals and government extractive payments, they have global public interest implications. And most of the time you find the accounting firms are really sort of advocating on behalf of their clients' positions in these particular cases. In addition, just this past Sunday, there was an article in the press highlighting how this notion of the revolving door, it also exists in the tax world, where professionals from the Big Four go to work for the US government in the Treasury Department, where they can set and influence corporate tax policy. And then they return to their firms where they help companies implement these policies, as well as sell tax services around those policies. And that, again, may have a more global tax implication at the country level. And so all of this really just sort of supports the idea that there's much more to consider about the ethics of the profession and their role in politics than we tend to give credit to. All right, so to sum up on this particular point, what really kind of continues to be problematic is the way that the profession is involved in influencing accounting standards that their clients adhere to. They're involved in influencing the auditing standards that dictate their own conduct and performance. And they're also then involved in checking that the regulations and standards that they've influenced have been correctly applied and implemented. And so we kind of suggest that the profession's political ethics be considered more in terms of what their relationship with regulators and standard setters says about the boundaries between granting the profession a more advantageous role in establishing ideas and processes that may shape the rules of the game in their favor, rather than broadly considering the public interest. Furthermore, there are some professional codes that do indicate that self-interest and self-review and advocacy represent potential conflicts for accounting professionals, but none of these are defined in a manner that incorporates lobbying activities in the form of political contributions. They don't address participation in standard setting processes, and overall, they just tend to neglect the profession's influence in regulatory and standard setting initiatives without recognizing how the profession may affect society at large when arguing for specific outcomes. Okay, our third dimension we refer to as societal ethics. And again, our review of the literature indicates that there are several challenges that the profession faces in the workplace as an employer of a significant number of people and as a technological innovator. And these challenges suggest that the profession take into consideration what we refer to as societal ethics, or a kind of obligation to reflect on social structures and systems and what's considered to be fair and just as an employer and as a service industry. So I'll talk in turn about the climate in which professionals are expected to conduct their work, the struggle of the profession to kind of engage with diversity and equity in a substantive way, and the what we see as kind of dilemmas and opportunities that the profession may confront related to technological advances. Okay, first, really the realities of the accounting firm workplace can challenge professionals to maintain ethical behavior, and can also challenge the firm and leadership of the firm to behave ethically towards the professionals that they employ. And so, what we mean by this is that accounting professionals work in a high pressure environment where failing to meet expectations can lead to lower quality work, that can lead to less ethical behavior. And some of the potential sources of pressure that professionals kind of confront
arise from things like the independence concerns and the firm profitability concerns that Muna mentioned earlier. They also are working under strict reporting deadlines, working long hours, and under increasing regulatory scrutiny. In addition, accounting firm superiors and kind of leadership and their own behaviors and tone at the top, their style, this might also influence subordinates in the way they behave. And so we look at these pressures and what possible impact they might have on the behaviors or the decisions taken by accounting professionals. And some of those things that research finds lead to somewhat unethical or behavior that's maybe not in line with how the firm is and expecting professionals to act, include things like premature sign-off, under declaring or under reporting their time, and overall kind of rationalizing poor quality of work during some of the busiest times of the year. And when you put all of this together, professionals often, they try to rationalize what's expected of them, and they sacrifice the balance between their work and their professional lives under the belief that they might be rewarded through progression to higher levels and maybe ultimately to partner later in their careers. And really, so you think about some of the effects on decision-making in the performance of work. And there are also effects in terms of the lack of work-life balance on the recruiting and sort of how you retain high-quality accounting professionals. So even if the accounting professionals tend to acknowledge many positive aspects of working for the profession, it seems that some of these negatives, the long hours, the stress, the regulatory pressures, they start to outweigh the positives. And this may lead to professionals questioning the firm culture and demanding sort of other methods of working to resolve that imbalance. So, firms have for a long time offered other methods of working, these kinds of alternative work arrangements, but employees still find those arrangements to be more, let's say, superficial than substantive. And there's some indication that employees might even work harder to prove themselves to others when they're on flexible work schedules or when they're working remotely, where they may even be subject to greater monitoring in those circumstances. So, we also want to acknowledge that the challenge of firm culture, it's not something uniform across professional role, across locations, or across firm size. And there is evidence that indicates there are significant differences in how even the same firm operates in different countries. So this brings the question of some of the generalizability of these work-life inferences across cultures, and forces us to consider, how can we better understand the severity of these issues in different contexts? But we would like to say that sort of despite the differences, what's clear is that accounting firms in general risk to lose really talented people and current, not only potential, but current employees who are dissatisfied with the status quo. The second aspect of societal ethics that we raise and that came across in the literature review is related here to the fact that the profession, it's over time become more inclusive, yet there's still a lot more work to do in this area. And so, the firms have made progress in terms of equality hiring. They, have more equal male and female entrants. And they also have announced diversity issues in several firms. But at the same time, recruiting into the profession still seems to favor those of a higher socioeconomic status. Women and minorities are still less likely to become partners than white males. And discrimination based on ethnic origin is still evident. So, we acknowledge that rectifying these situations is highly complex. When you think about firm structure, it tends to restrict the number of partners that firms can have. And they even start to confront now positive age discrimination from white males at the top who are far from their retirement age, but that the firm sort of asks to leave in order to expand the number of female and minority partners. Furthermore, some practices are imposed at the cultural or regulatory level, and they create challenges for the firms to overcome,
even if they're well positioned to be leaders in improving diversity and equity within the profession. Some of those challenges are argued to be well worth it, though, considering that diversity and inclusion, at least in the Big Four, has been shown to increase commercial benefits to the firm, to increase team creativity, and to improve the firm's responsiveness to client needs. Female partners have been associated with higher audit fees. They've also been associated with curbing earnings management and kind of moderating some of the more risky behaviors of others in the firm. Despite this, it's still been difficult for the profession to recognize change in this area. And the fact that many of the work climate challenges affect women and minority groups likely contributes to this issue. When you think about the long hours culture, this really grants promotion based on time. And that may disproportionately impact females who still remain, let's say, more likely to be primary caregivers for children and for aging parents. So, while the firms do seem kind of driven to address these challenges, there are still gaps at in pay between genders and fewer females at the partner level. And so, we do want to give some credit, of course, where credit is due. And so when you look at this slide, it really shows how the Big Four ranked on diversity and inclusion. And this was, I think, just from 2020, a 2020 survey. And so, we can see kind of what they're doing well and not as well. And, first, we can see that all of the firms end up somewhere around the same level overall. And towards the, let's say, better end of the spectrum in relation to diversity and inclusion. They seem to be paying a lot of attention to women and working mothers and LGBTQ. However, this doesn't seem to be extending to, again, those senior levels or to minorities as well as it could. And furthermore, you do see this idea on the slide here that firms are facing some challenges with discrimination against older white men related to forced retirement. So these are very tough questions, but our point is that they're questions that the firm shouldn't back away from addressing, and that accounting professionals may want to consider, even in their own employment decisions and later in terms of how they behave as part of an engagement team and a representative of accounting firms. Okay, finally, in terms of sort of some of the dilemmas or opportunities related to new technologies. There are kind of a number of contemporary, let's say, ethical considerations around how technology is employed by the profession. To some extent, these are old problems just manifesting in new ways. The accounting firms, they for a long time have made significant investments in developing technology and data analytic tools. They believe that these tools provide the opportunity to communicate and to develop insights when they analyze client data, and they want to go beyond the audit to provide value by helping the client to improve their business processes. Yet this kind of value-added approach, it somewhat forces the profession to confront some of those independence questions in terms of where the audit can be distinguished from a consulting service that might be prohibited. Furthermore, the use of data analytics and specifically artificial intelligence, that research is now sort of looking into how that might remove the human element from the audit, where audit tasks might be routine or objective, and risks kind of replacing professionals, though also in instances where judgment is important and still needed. And so research suggests that data analytics kind of give professionals something to defer to as an authority, removing their own responsibility for critical thinking. And that thinking is then argued to be performed instead by the technology. And where sort of more sophisticated forms of data analytics are able to adapt and learn, the technology may evolve in its thinking and do so in a way that humans may not be able to understand or to predict. In addition, though, to these dilemmas, there are definitely some opportunities to improve the work climate that arise from technological advance.
So, data analytics can maybe make auditor-client interaction less contentious because issues and resolutions, maybe they're more clearly identified, maybe there's better support, or maybe they're better communicated using the tool. Or tools of automation maybe might bring more efficiency to the audit, accelerating the pace of work, but reducing some of the time pressures that I mentioned. And finally, remote work platforms and kind of digitalizing trends, they might improve the collection and quality of audit evidence. On the other side of that, these kinds of physical restrictions of remote working, they might also impede the profession's performance in their work, mainly related to their ability to observe client practices and to maintain relationships with their clients and colleagues. So really here, the message is that only time will tell the impact of technological advance, but we argue that the profession's ethics and consideration of ethics should include the potential implications and societal implications of technology and innovation. So here overall, societal concerns, I think just like political concerns, they remain relatively unacknowledged by the professional code. And we really just wonder how such concerns can be incorporated into accountants' professional obligations in a way that considers some of the impacts from an employment perspective, as well as impact maybe to client service and the broader public interest. Et je passe maintenant la parole à Mona. Merci Lisa. You can go to the next slide. Donc en fait, pour faire résumer un peu notre présentation, donc ce qu'on a essayé de proposer ici, c'est de mettre en avant l'intérêt finalement de passer d'une approche singulière qui est de l'éthique, qui est très focus sur la conformité au code de déontologie professionnelle, à une approche qui soit plus ouverte, plus multidimensionnelle de l'éthique, qui permettrait peut-être de favoriser l'engagement éthique que doivent avoir les firmes comptables au-delà de leur mission de vérification, surtout aussi en leur qualité d'employeur de plusieurs milliers de personnes dans le monde. Alors, évidemment qu'il y a des faits qu'on ne peut pas ignorer. Il y a des faits qui sont là, qui ne changeront pas de sitôt. Donc, toute évolution de la réflexion éthique telle que celle que nous préconisons ici devrait se faire en tenant compte de ces faits-là. Il y a d'abord les limites de l'approche réglementaire. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aller chercher à développer encore plus de règles pour régler l'éthique politique ou plus de règles pour réglementer l'éthique sociétale. C'est parce qu'on cherche à passer comme message, on a bien vu les limites de l'approche réglementaire prescriptive telle que celle qui est en vigueur aujourd'hui pour ce qui est de l'éthique professionnelle. Celle-ci n'est pas... On voit bien qu'elle n'est pas très efficace, en tout cas pour complètement éliminer les comportements opportunistes ou les actes répréhensibles. Mais surtout, ce qu'on voudrait dire, c'est d'appeler finalement à ce que l'approche de l'éthique professionnelle puisse être une approche plus globale qui intègre les dimensions éthiques du rôle politique et sociétal majeur que jouent aujourd'hui les firmes comptables et qui sont actuellement complètement ignorées. Il y a aussi un autre fait, celui que les pratiques de la comptabilité et de l'audit, ils vont toujours continuer à changer. Aujourd'hui, la transformation numérique nous met face à des nouvelles interrogations éthiques. Elle impose l'adoption donc d'une approche plutôt dynamique de l'audit. Et puis enfin, un dernier fait qui nous semble aussi difficile à éliminer est le fait que les firmes comptables ne vont pas un jour complètement laisser tomber leurs objectifs commerciaux. Donc, ce tiraillement entre la priorité accordée à l'intérêt public et l'expansion de leur performance
économique est là, et qu'on soit d'accord ou pas, elle sera toujours là, et elle continuera finalement à être transmise aux futures générations de comptables professionnels. Les climats de compétitivité, les pressions professionnelles, c'est pas quelque chose aussi qui va être facile à changer au niveau des firmes, mais peut-être qu'une approche plus globale de l'éthique pourrait améliorer les choses. Alors, évidemment, il y a quelques recherches qui se sont penchées sur ces faits, qui ont tenté de penser à des pistes de solutions. C'est pas des pistes de solutions qui visent à tout résoudre, c'est juste des propositions qui taclent des aspects bien précis parmi tous ceux qu'on vient de vous présenter. Alors, parmi les solutions, si je puis dire pratico-pratiques, il y a des propositions de type responsabiliser, encourager davantage les comités d'audit dans leur rôle de supervision, ou transférer les missions d'audit légal à un conseil professionnel qui n'aurait aucun but lucratif pour contrer un peu la dominance du commercialisme des firmes comptables. Mais ce type de solution implique un changement de mentalité, et surtout aussi implique que les firmes acceptent de voir leurs mandats légaux aller à un autre organisme professionnel sans but lucratif. D'autres chercheurs nous donnent plutôt des solutions, des orientations qui sont davantage conceptuelles, holistiques, notamment pour développer une conception de l'éthique qu'ils veulent axer sur l'intégration de la vertu, d'un état d'esprit qui soit naturellement orienté vers le agir pour le bien commun. Par exemple, en révisant les cadres éthiques, réglementaires et éducatifs existants, afin de mieux intégrer les concepts de vertu, de bien commun qui sont actuellement relativement absents du code de déontologie. Donc, l'idée, c'est de permettre, selon ces chercheurs, que plutôt d'aller vérifier si les comptables respectent leurs responsabilités professionnelles ou évitent de ne pas les respecter, d'augmenter finalement leur prédisposition naturelle à agir spontanément pour le bien commun. Donc, en fait, les propositions qu'elles sont faites, c'est comme si apprendre à un enfant à être poli, il faut apprendre aux professionnels comptables à être courageux, leur apprendre la justice, le fait de penser aux autres. Donc, et puis, il y a aussi de mettre en avant le caractère individuel, et puis de mettre en avant l'importance de la maturité qui est propre à chacun, les connaissances, et puis la sagesse. Donc, en bref, l'idée, c'est de créer finalement une motivation pour la réalisation du bien commun qui va être récompensé par la confiance du public. Donc, ces recherches proposent de commencer dès les bancs de l'école à inculquer finalement dans la profession une culture qu'ils appellent une culture de générosité, a giving culture. Donc, celle-ci, c'est de pousser les comptables à apprendre rapidement à être toujours dans un état de prise de décision qui est celui de penser à ce qu'il peut offrir au lieu de penser à ce qu'il peut gagner. Et donc, selon eux, cette culture de générosité va se traduire avec par des comportements courageux vis-à-vis des clients, ce qui va renforcer la légitimité de la profession et par conséquent sa réputation publique, ce qui, in fine, se traduit par des récompenses économiques. Donc, qui vont à leur tour, ces récompenses économiques, augmenter le désir de continuer la prise de décision courageuse. Donc, en quelque sorte, la proposition ici, c'est de tenter de créer un cercle vertueux qui remplacerait le cercle vicieux actuel avec le conflit d'intérêts. Donc, plus on prend des décisions courageuses, plus ça nous donne de la légitimité, ça favorise la confiance du public, et plus on pourrait avoir des récompenses économiques qui découleraient de cette amélioration de réputation. Avec mes co-auteurs, on s'est aussi posé la question de notre rôle académique. Donc, dans tout ça, on est des formateurs, des futurs professionnels de comptabilité. Donc, nous avons la responsabilité première de commencer à inculquer cette culture de agir pour le bien commun, cette culture de générosité envers nos étudiants. Donc, essayer d'augmenter leur sensibilité éthique
leur apprendre à identifier, à évaluer que chaque décision, que chaque comportement, quel que soit dans le domaine dans lequel il s'inscrit, pas forcément dans le domaine précis et spécifique de l'exercice de la mission de vérification, mais ça peut être dans le domaine politique ou sociétal, donc les faire réaliser l'importance d'intégrer cette dimension éthique dans chaque prise de décision, faire preuve d'esprit critique dans l'élaboration des décisions, et puis surtout les encourager à concilier ces décisions avec leur propre définition, leur propre moralité, réfléchir en termes de c'est quoi les conséquences de la décision que je pourrais prendre pour les autres, pour le bien commun. Maintenant, on n'est pas certaine de savoir comment aborder cette responsabilité et ancrer cette réflexion dans nos étudiants sur le long terme, sachant que nous savons pertinemment le type de climat de travail, le type de pression auquel ils devront faire face dès le début de leur carrière. Donc, comment finalement s'assurer que ces bonnes bases restent. Nous soutenons beaucoup la profession comptable. On veut pas laisser entendre ou laisser transmettre un message que la profession produit ou encourage les comportements répréhensibles. Donc, l'idée, c'est de trouver une approche positive qui nous aide à ancrer leur engagement de travailler pour le bien commun sur le long terme et qu'il se fasse justement en collaboration entre académiques et praticiens. Donc, cette présentation, elle touche à sa fin. On vous remercie beaucoup pour votre attention. Évidemment, il y a beaucoup de questions sur ce sujet très dense qui reste encore peu ou pas exploré. Nous en avons identifié quelques-unes. Donc, en fait, si ce sujet vous intéresse, il y a encore beaucoup de pistes de recherche, même en matière d'éthique professionnelle, où on a une recherche qui est très florissante, mais ça n'empêche qu'il y a encore des questions sans réponse, notamment sur la façon dont fonctionnent les processus disciplinaires, notamment sur comment encourager la réflexion éthique lorsque les règles ne donnent pas de réponse, les nouvelles questions éthiques que ramène l'ère numérique et le travail à distance aujourd'hui. Et puis, il y a aussi l'aspect des questions relatives à l'éthique politique, comment on peut améliorer la transparence des pratiques de surveillance, comment on contrôle l'influence des firmes au processus politique. Donc, cette dimension-là, elle est quasiment inexistante dans la recherche actuelle. On a trouvé très peu d'études sur le sujet, sur comment finalement les règles et les normes actuelles sont comment finalement s'assurer que dans la façon dont les normes actuelles sont produites, que l'intérêt général plutôt que l'intérêt de la profession est respecté. Et puis, le sujet aussi de l'éthique sociétale, c'est aussi un terrain de recherche qui est encore très large, notamment sur comment les firmes s'engagent à prioriser leurs obligations déontologiques par rapport à préoccupations commerciales, étudier le comportement des firmes comptables en tant qu'employeurs de 1,1 million de personnes dans le monde, en tant que collègues, membres professionnels et développeurs d'outils et de technologies qui ont un impact sur les autres. Et puis, toute cette actualisation des tensions, de ces anciens débats, finalement, des questions de la qualité de l'audit, des questions des tensions entre auditeurs et audités qui vont toutes être redéfinies avec l'intégration des nouvelles technologies et puis avec l'intégration finalement aussi de la dimension d'équité, de diversité dans ces questions-là. Donc, bien sûr, vos réflexions sur tout ce qui vient d'être dit sont les bienvenues. Vous pouvez nous poser des questions, nous faire part de vos commentaires, de ce que vous avez pensé de ces trois dimensions, des éléments qu'on vient d'aborder avec vous. Vous pouvez prendre la parole en français. Si vous êtes à l'aise en anglais aussi, je vous encourage à poser la question en anglais pour permettre peut-être à Lisa si elle veut ajouter quelques mots. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention.